Pendant près de 50 ans, ma maison de la rue des Tilleuls a été le cœur paisible d'une communauté que j'avais tendrement cultivée. Un lieu où la bienveillance se chuchotait d'un pas de porte à l'autre. Puis, les prospectus glacés sont arrivés, proclamant progrès et vie moderne. Mais tout ce que je voyais, c'était l'ombre d'une lame de bulldozer, froide et implacable, s'étirant sur tout ce que j'aimais. Ils croyaient pouvoir nous effacer d'une signature, mais ils ignoraient que l'encre silencieuse de cette rue allait riposter. Avant de plonger plus avant, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez et dites-nous en commentaire d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. La première lame de bulldozer n'avait pas encore touché notre sol, mais son ombre s'étendait déjà, longue et sinistre, sur notre petite rue, froide et implacable. Pour Geneviève Dubois, sa maison de la rue des Tilleuls n'était pas seulement une bâtisse. C'était le cœur paisible d'un quartier qu'elle avait entretenu pendant près de 50 ans. Un lieu où la gentillesse se chuchotait d'un pas de porte à l'autre et derrière chaque portillon de jardin. Ces matinées commençaient par le doux murmure de la cafetière, le frôlement réconfortant du journal, un rythme de paix. Geneviève passait des heures à entretenir son petit carré de jardin, tirant de la terre des pétunias éclatants, ou à préparer des tartes aux pommes pour Madame Duval, sa voisine, dont les genoux la faisaient se trop souffrir pour cuisiner ces jours-ci. Elle était l'encre silencieuse, celle qui remarquait les roses fanées, les inquiétudes discrètes, les besoins tus. Elle laissait un thermos de thé chaud sur le perron du vieux monsieur Durand, quand les nuits se rafraîchissaient, ou glissait une couverture tricotée. Puis les prospectus ont commencé à apparaître. Des feuilles glacées, impersonnelles, agrafées au lampadaire, proclamant opportunité de progrès et vie moderne pour un avenir meilleur. Geneviève en a décollé un de l'écorce patinée du vieux chêne près de son trottoir, ses bords déjà recourbés dans l'air humide du matin. Les mots se sont brouillés, mais l'image s'est gravée dans son esprit. Des tours de verre élancées s'élevant là où leur maison douillette se tenait. Le béton engloutissant les pelouses verdoyantes. Le silence remplaçant les rires familiers des enfants. Sa main a tremblé en lisant l'entête en gras. Projet de redéveloppement de la rue des Tilleuls. Acquisitions en cours. En dessous, un logo LM Participation, net et tranchant, et un numéro d'entreprise à appeler. Une angoisse froide s'est infiltrée dans ses os, plus lourde que la rosée du matin. Ce n'était pas seulement du progrès, c'était une invasion. Elle a ramené le prospectus dans sa cuisine, le papier craquant lui semblant étrangement contaminé dans sa main. L'arôme du café qui infusait, d'habitude si réconfortant, semblait désormais atténué, lointain. Son regard a balayé l'espace familier. L'évier en émail ébréché, la table en bois usé où des générations avaient partagé des repas, les rideaux décolorés par le soleil qu'elle avait cousus elle-même des décennies auparavant. Chaque éraflure sur le plancher portait un souvenir. Chaque trace de peinture effacée, une histoire. Cette maison, son sanctuaire, était désormais une cible. Plus tard cet après-midi-là, quand Geneviève est sortie pour prendre des nouvelles de Madame Duval, elle a trouvé la femme âgée, assise sur sa balancelle, des traces de larmes maculant ses joues douces. « Tu l'as vue, Geneviève ?» La voix de Madame Duval était faible, chevrotante. Encore une de ces annonces. Ils veulent nous racheter, disent qu'ils nous feront une offre équitable pour notre propriété. Après toutes ces années, sa voix s'est éteinte, un son de perte profonde. La balancelle a grincé rythmiquement, un contrepoint lugubre aux sanglots discrets de Madame Duval. « Ils ne peuvent pas », a dit Geneviève, les mots étrangers et défiants même à ses propres oreilles. Ses mains se sont serrées en poing.
C'est notre chez nous. Nous avons bâti des vies ici. » Madame Duval a secoué la tête. Un mouvement sombre est là. C'est ce Laurent Mercier, n'est-ce pas? Le magnate. Il possède la moitié de la ville. Il veut ce terrain. Il dit que c'est un bien immobilier de premier ordre. Ils vont juste tout raser au bulldozer. Le nom Laurent Mercier est resté suspendu dans l'air. Un murmure glaçant de pouvoir immense et sans visage. Le simple son de celui-ci, porté par la douce brise, ressemblait à une menace. Geneviève a regardé Madame Duval, la peur gravée sur le visage vieillissant de sa voisine, puis les autres maisons de leur rue. Chacune un témoignage de décennies de vie tranquille, de rêves simples. La pensée de tout cela effacée, aplanie en un paysage aride pour le verre et l'acier, lui a noué l'estomac. Une colère tranquille, lente et constante, a commencé à bouillonner sous la surface de son calme habituel, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement un désagrément, c'était un profond irrespect, un mépris brutal pour l'âme même de leur communauté, une lente et méthodique effacement de tout ce qu'ils étaient. Elle a pris la main tremblante de Madame Duval, la sienne maintenant ferme, chaude. « Ils ne l'ont pas encore acheté, Hélène, » a dit Geneviève, sa voix basse mais claire. « Et nous ne vendons pas un seul d'entre nous. » Les mots sonnaient comme une promesse solennelle, un défi murmuré dans l'ombre envahissante. Mais comment combattre le fantôme d'un homme qui déplace des montagnes de béton et d'acier? Une force qui semble n'exister que sous forme d'avis officiels froids et d'un logo d'entreprise glaçant. Comment s'opposer à un pouvoir qui croit pouvoir effacer des décennies de vie d'une seule signature? Le léger parfum du mouchoir humide et taché de larmes de Madame Duval persistait encore dans l'air vif du matin. Un écho tangible de la peur d'hier. Geneviève a regardé un rouge-gorge solitaire sauter sur sa pelouse rosée, picorant des vers invisibles, inconscient de la tempête qui se préparait rue des Tilleuls. Comment combattre un fantôme? La question de son propre esprit, celle qu'elle s'était murmurée quelques heures auparavant, ressemblait moins à une question qu'à une lourde pierre maintenant, se logeant profondément dans sa poitrine. Laurent Mercier n'était pas un fantôme. Il était une force. Mais les forces pouvaient être contrées, n'est-ce pas? Un petit acte à la fois. Cela a commencé subtilement. Pas avec les bulldozers. Pas encore. Cela a commencé par le courrier. Précisément 7 jours après l'apparition des premiers prospectus glacés, les enveloppes officielles sont arrivées. Épaisses, couleur crème, avec ce logo LM. Participation nette et tranchant gaufré en or en haut. Elles ont atterri dans les boîtes aux lettres, comme des proclamations indésirables. Geneviève a trouvé la sienne soigneusement glissée, sous sa pile habituelle de factures et de publipostage. Ses doigts se sont arrêtés, se retirant presque de sa surface lisse et froide. Elle semblait plus lourde qu'elle n'y paraissait, lestée d'une intention insidieuse. À l'intérieur, le langage était poli, corporatif, absolument dépourvu de chaleur. C'était une proposition d'acquisition initiale, une offre généreuse et compétitive pour sa propriété rue des Tilleuls. Elle énumérait des chiffres, des montants qui, sur papier, auraient pu sembler substantiels à quelqu'un qui n'avait pas versé une vie de sueur et de souvenirs dans chaque planche et chaque vitre. Mais Geneviève a percé le phrasé poli, les chiffres calculés. C'était une main froide et transactionnelle tendue, cherchant à déloger les racines mêmes de son existence. Ils n'achetaient pas des maisons, ils achetèrent des vies. Plus tard ce jour-là, les murmures ont commencé. Madame Duval a appelé, sa voix maintenant un tremblement aigu et tendu. « Geneviève, tu l'as reçu? Ils proposent une misère, je te dis. »
Après que Franck et moi ayons économisé sou après sou et mis chaque satané centime dans cet endroit, ils pensent qu'ils peuvent juste le prendre? Les mots étaient une cascade d'incrédulité et de douleur. « J'ai la mienne, Hélène », a dit Geneviève, sa voix plus ferme qu'elle ne le sentait. Elle tenait sa propre lettre, dont le poids lui était encore étranger. C'est plus bas que ce à quoi je m'attendais. Aussi. À plus bas? C'est une insulte. La voix de Madame Duval s'est brisée. Et le vieux monsieur Durand, il est hors de lui. Il dit qu'il devra peut-être l'accepter. Il dit qu'il est trop vieux pour se battre. Le désespoir dans la voix de Madame Duval était un écho douloureux des propres peurs silencieuses de Geneviève. Monsieur Durand, avec sa démarche traînante et ses rosiers soigneusement entretenus, était un symbole de la douce décrépitude de leur rue, un témoignage de son âge. La pensée de le voir chassé, désorienté et seul, a envoyé une nouvelle vague d'indignation à travers Geneviève. Elle a raccroché le téléphone et s'est dirigée vers la fenêtre de son salon, écartant le rideau de dentelle juste assez pour regarder dehors. La rue des Tilleuls semblait la même. Des vélos d'enfants abandonnés sur les pelouses. Des arroseurs tournaient paresseusement. Un chien aboyait quelque part au loin. Mais le tableau familier semblait fragile maintenant. Une mince couche recouvrant une inquiétude bouillonnante. Elle a imaginé les enveloppes, identiques dans chaque boîte aux lettres, propageant la peur comme un gaz invisible. C'était une manœuvre calculée, cette offre généreuse. Pas assez pour vraiment compenser, mais juste assez pour faire réfléchir certains des résidents plus âgés, pour tenter les épuiser à se rendre. C'était un coin enfoncé en plein cœur de leur cohésion. Ce soir-là, Geneviève n'a pas cuisiné. Au lieu de cela, elle a mis ses chaussures de marche confortables et a commencé à frapper aux portes. Madame Duval, toujours bouleversée, l'a accueillie avec une étreinte qui ressemblait plus à une supplication. Monsieur Durand, le visage pâle et tiré, lui a montré sa lettre d'une main tremblante, les chiffres semblant se moquer de ses efforts de toute une vie. Leila Ben Ali, une mère célibataire d'en face, a regardé son offre avec un mélange de désespoir et de résignation cynique. « C'est plus que ce que vaut mon appartement sur ce marché, Geneviève », a admis Leila, les yeux fatigués. « Je pourrais déménager quelque part de plus récent, peut-être même prendre un nouveau départ. » Geneviève a vu le scintillement de la tentation, l'attrait d'un chemin plus facile, et son cœur s'est serré. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de démanteler le système de soutien silencieux qui faisait de leur rue un foyer. « Mais qu'en est-il de tous les autres ?» a demandé Geneviève, sa voix calme mais ferme. « Qu'en est-il du jardin communautaire que nous venons de commencer? Qu'en est-il des repas partagés? Qu'en est-il de savoir que vos enfants sont en sécurité en jouant dehors parce que tout le monde veille sur eux ?» Leila a détourné le regard, la mâchoire serrée. L'argument silencieux planait dans l'air. Gain individuel contre perte collective. Alors que le crépuscule s'installait, projetant de longues ombres pourpres dans la rue, Geneviève est rentrée chez elle. Ses pieds lui faisaient mal, mais c'était la douleur dans son cœur qui était plus lourde. Elle avait vu le doute, la peur, les murmures de capitulation individuelle. Ce n'était pas un combat contre un seul homme, c'était un combat contre la nature même du désespoir silencieux, contre la croyance corrosive que les petits gens ne pouvaient tout simplement pas gagner. Elle s'est assise à sa table de cuisine, la lettre de LM, participation étalée devant elle comme une carte de leur perdition. Elle n'était pas une activiste, pas une avocate, pas une oratrice. Elle était juste Geneviève Dubois, une femme qui préparait des tartes et s'occupait de Pétunia. Mais elle connaissait cette rue, elle connaissait ses histoires,
ses habitants, ses forces silencieuses, et une résolution farouche, née d'un amour profond et d'une colère soudaine et vive, a commencé à se durcir en elle. La menace insidieuse avait montré son visage, livré dans des enveloppes élégantes et des chiffres dérisoires. Et maintenant, Geneviève connaissait ses tactiques. Le jeu avait vraiment commencé. Avez-vous déjà fait face à un moment où défendre ce en quoi vous croyez semblait être affronter un géant? Le silence dans la cuisine de Geneviève ce soir-là, après sa longue marche dans la rue, était différent. Il n'était pas vide, mais imprégné d'une nouvelle résolution. Inconnue, elle n'était pas seulement une femme qui préparait des tartes. Elle était une femme qui voyait la peur dans les yeux de ses voisins. Et soudain, ce feu tranquille en elle s'est ravivé. Ses mains, habituellement couvertes de farine ou de terre du jardin, traçaient maintenant des motifs sur le comptoir en formica frais, élaborant un plan. Elle les rassemblerait, tous. Le lendemain matin, l'air de la rue des Tilleuls portait le parfum habituel du jasmin en fleurs. Mais en dessous, une nouvelle tension bourdonnait. Geneviève a marché jusqu'à la petite salle des fêtes, un bâtiment de briques poussiéreuses, niché entre l'église locale et l'ancienne école communale. Ses portes en bois, la peinture écaillée, comme une vieille peau, ont grincé en s'ouvrant avec un gémissement. À l'intérieur, la pièce principale était caverneuse et silencieuse, des rangées de chaises pliantes empilées contre les murs. Madame Leclerc, la gardienne de la salle, une femme dont le visage était une carte de préoccupation, a levé les yeux de son registre. « Bonjour, Geneviève. On dirait que tu as lutté avec un ours. » Geneviève a esquissé un sourire fatigué. « Quelque chose comme ça, Madame Leclerc. J'ai besoin de réserver la salle des fêtes pour une réunion de quartier urgente. » Madame Leclerc a levé un sourcil. « Encore un de ces fiascos de promoteurs ? J'en ai vu quelques-uns passer et disparaître. C'est toujours pareil. » Elle a soupiré, son regard glissant vers la scène vide. Les gens s'énervent, puis ils s'éteignent. Trop d'ennui, je suppose. Ces mots étaient une douce mise en garde, le reflet de la résignation lasse qui s'abattait souvent sur les petites communautés face aux gros sous. « Pas cette fois, » a dit Geneviève, la voix ferme. Madame Leclerc a rencontré son regard. Un éclair de quelque chose de nouveau passant entre elles. Une étincelle de défiance, peut-être. Pendant les 2 jours suivants, Geneviève est devenue un tourbillon discret. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé d'email. Elle a marché. De maison en maison, de perron en perron. Ses chaussures pratiques, traçant un chemin dans l'asphalte familier. Elle a frappé doucement, a attendu patiemment. Et quand une porte s'est ouverte, elle n'a pas élevé la voix ni prêché. Elle a simplement regardé dans les yeux de ses voisins, les siens remplis d'une résolution qui n'avait pas besoin de crier. Elle a d'abord parlé à Madame Duval, la trouvant en train de contempler ses pétunias fanées. « Hélène, il faut qu'on parle. Nous tous. On ne peut pas les laisser nous prendre un par un. » Les yeux de Madame Duval, encore cernés de rouge, ont laissé transparaître une lueur d'espoir. Puis à Monsieur Durand, qui se tenait sur son perron, tenant la redoutée lettre de LM. Participation comme un arrêt de mort. « Ils vous donneront un peu plus si vous tenez bon, Georges, » a dit Geneviève, la voix calme. Mais après, un gratte-ciel là où étaient vos rosiers? Monsieur Durand a regardé le papier, puis ses mains noueuses, et un lent hochement de tête a commencé. Leila Ben Ali, toujours pragmatique, l'a rencontré avec un soupir prudent. « Geneviève, j'ai besoin d'une meilleure vie pour mes enfants. Cette offre pourrait tout changer. » Geneviève a simplement maintenu son regard. Le pourrait-elle? Ou ne ferait-elle qu'échanger une sorte de lutte contre une autre? Une lutte où vous êtes seul dans un nouvel endroit,
sans personne pour garder vos enfants pendant que vous travaillez tard? Les épaules de Leila se sont affaissées. La pensée de l'anonymat dans un nouveau lieu, la perte de leur contrat social tacite, était une perspective glaçante pour une mère célibataire. Elle savait que Geneviève n'avait pas tort. Au soir de la réunion, la salle des fêtes s'est lentement remplie. Le vieux monsieur Durand était assis au premier rang, le dos plus droit qu'il ne l'avait été depuis des jours. Madame Duval s'est assise à côté de lui, serrant un sac à main usé. Leila Ben Ali, ses enfants dessinant tranquillement sur des brouillons à une petite table, était assise près du fond, un froncement de sourcils pensifs sur le visage. Les voisins, d'habitude contents de saluts de la main et de brèves discussions par-dessus les clôtures, se regardèrent maintenant avec une question partagée et mal à l'aise dans les yeux. L'air bourdonnait d'un mélange de peur et d'attente curieuse. Ils n'étaient pas encore un front uni, mais ils n'étaient plus de simples individus isolés, tenant des lettres effrayantes. C'était une pièce pleine de gens, face au même choix impossible. Geneviève se tenait sur la petite estrade. Pas de projecteur, pas de microphone. Juste le bourdonnement des lumières fluorescentes au-dessus. Sa robe douce habituelle avait été remplacée par une blouse simple et solide, sa posture inébranlable. Ce n'était pas une politicienne, juste une voisine. Et tandis que son regard balayait les visages familiers, une force tranquille, née non pas du pouvoir mais d'une conviction inébranlable, s'est installée dans ses yeux. « Ils veulent nos maisons », a commencé Geneviève, sa voix pas forte mais claire, traversant les murmures. « Ils veulent transformer cette rue en tour de verre. Et ils nous ont envoyé des lettres, nous offrant ce qu'ils estiment que nos vies valent. Mais ils ne nous connaissent pas. Ils ne savent pas ce que cette rue signifie. Ils ne savent pas ce que nous signifions. » Elle a marqué une pause, laissant ces mots s'imprégner, observant le changement sur leur visage. Le désespoir silencieux commençant à se durcir en résolution partagée. Ils pensent pouvoir nous effacer d'une signature, mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Elle a regardé de visage en visage, une connexion lente et délibérée avec chacun d'eux. Nous avons les uns les autres. Nous avons nos histoires. Ils ont des chiffres. Nous avons des vies. Une ondulation de murmures, puis des hochements de tête hésitants. Le silence dans la pièce avait de nouveau changé. Non plus lourd de peur, mais chargé d'une réalisation fragile et naissante. La lutte pour la rue des Tilleuls ne serait pas gagnée avec de l'argent ou des procès seulement. Elle serait gagnée avec quelque chose de bien plus précieux. Quelque chose qu'ils n'avaient pas réalisé posséder encore. Avez-vous déjà vu comment le plus petit acte de défiance peut devenir l'encre de toute une communauté? La réalisation fragile dans la salle des fêtes, cette compréhension silencieuse de leur force partagée, s'est durcie en quelque chose de plus tangible dans les jours qui ont suivi. Geneviève l'a senti comme un bourdonnement sous l'asphalte, un subtil changement dans le pouls du quartier. La peur n'avait pas disparu, mais elle était maintenant empreinte d'une détermination d'acier. Sa cuisine est devenue le centre de commandement officieux. La table en bois usée, jadis une toile pour la farine et la pâte à tarte, était maintenant jonchée de formulaires juridiques, d'arrêtés locaux et d'imprimés sur les lois de zonage. Madame Duval, ne reculant plus devant le combat, arrivait quotidiennement avec du café fraîchement infusé et des notes méticuleuses de ses appels téléphoniques, avec d'anciens employés municipaux à la retraite qu'elle connaissait. Monsieur Durand, le dos plus droit, passait des heures à cartographier les limites de propriété, ses doigts calleux traçant les contours familiers de leur pâté de maison. Même Leila Ben Ali, ses yeux encore fatigués mais maintenant allumés par un but, aidait à organiser des listes de contacts, son ordinateur portable bourdonnant de feuilles de calcul. Ils apprenaient, lentement,
douloureusement, le langage de la résistance. Les appels téléphoniques de LM, participation, se sont intensifiés. Leur ton, d'abord poli, est devenu impatient, puis subtilement menaçant. Notre offre tient toujours chez Madame Dubois, mais elle ne le sera pas éternellement. Les projets de développement avancent vite. Geneviève a ressenti la pression comme un poids physique, mais elle est restée ferme. Nos maisons ne sont pas à vendre, répétait-elle, sa voix calme, inébranlable. Un après-midi, une voiture noire élégante a tourné au ralenti devant la maison de Madame Duval. Un homme en costume impeccable a émergé, portant un épais classeur. Geneviève, observant depuis son perron, a senti son cœur tambouriner. C'était ça, l'approche directe. L'homme a frappé, un coup sec et insistant. Madame Duval a ouvert la porte, son visage un masque d'appréhension. Ils ont parlé longuement, les gestes de l'homme expansif, sa voix un murmure bas et persuasif que Geneviève ne pouvait pas tout à fait distinguer. Les épaules de Madame Duval se sont affaissées, puis lentement, presque imperceptiblement, elles se sont redressées. Elle a secoué la tête, un mouvement clair et décisif. Le visage de l'homme s'est tendu. Il lui a glissé une carte de visite dans la main, a tourné brusquement et s'est glissé de nouveau dans la voiture noire. Le moteur a ronronné, puis la voiture s'est éloignée en douceur. Madame Duval est revenue vers le perron de Geneviève. Ses pas fermes. Il a offert plus. Il a dit que c'était sa dernière offre, la plus généreuse. Elle a brandi la carte, puis l'a déchirée en deux, laissant les morceaux flotter sur l'herbe. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que nous ne vendions pas. Aucun de nous. Sa voix a tremblé légèrement, non pas de peur, mais de la puissance brute de sa défiance. Geneviève a souri. Un sourire sincère et chaleureux qui a atteint ses yeux. C'était une petite victoire, une seule brique posée dans leur mur de résistance. Mais c'était un début. La matriarche discrète de la rue des Tilleuls était devenue son bouclier inébranlable. Mais combien de temps pourrait-il encore résister? La carte de visite déchirée, le nom silencieux de Madame Duval, ces petits actes de défiance se sont propagés dans la rue des Tilleuls, remontant le moral, mais n'ont fait qu'aiguiser la détermination de LM Participation. Les appels téléphoniques polis ont disparu, remplacés par une campagne de harcèlement implacable. Des hommes en costume sombre s'attardèrent maintenant près des arrêts de bus scolaires, observant. Des camions avec des klaxons assourdissants et des équipements bruyants roulaient dans leurs rues, tranquilles à toute heure, soulevant une poussière qui se déposait comme un voile de ressentiment sur tout. Des avis sont apparus sur les clôtures, menaçant d'action en justice pour entrave au développement urbain. La peur qui avait commencé à s'estomper et ramper de nouveau, plus froide et plus insidieuse. Un soir, Geneviève a trouvé M. Durand assis sur son perron, ne s'occupant pas de ses roses, mais fixant d'un regard vide une photographie défraîchie. Ses yeux, d'habitude si doux, étaient creusés par l'inquiétude. Ils m'ont dit qu'ils engageraient des poursuites judiciaires. Geneviève, a-t-il murmuré, sa voix à peine un souffle. Ils ont dit qu'ils prendraient ma maison, puis me feraient payer leurs frais de justice. Je n'ai pas ce genre d'argent. Pas pour un combat. Ses mains tremblantes, autrefois si fortes, tremblaient maintenant d'un tremblement fragile. Le cœur de Geneviève s'est serré. Ce n'était pas seulement de la pression corporative, c'était de la guerre psychologique. Il s'attaquait aux personnes âgées, à ceux qui étaient le moins capables de se battre. La colère silencieuse qui avait couvé en elle a maintenant atteint un point d'ébullition. Non plus une combustion lente, mais une chaleur dévorante. Il ne pouvait pas simplement continuer à absorber ses coups. Ils devaient riposter, et ils avaient besoin d'un public. Cette nuit-là,
Geneviève était assise à sa table de cuisine. La lumière fluorescente dure au-dessus d'elle. Elle a sorti un vieux téléphone à cadran, une relique d'une époque plus simple, et a composé un numéro qu'elle n'avait pas touché depuis des décennies. C'était celui de la chaîne d'information locale de la ville. Un numéro qu'elle avait gardé d'une collecte de fonds communautaires il y a des années. Le téléphone a sonné, ce qui lui a semblé une éternité. Le silence ponctué seulement par le tic-tac lointain de sa pendule de grand-père. Finalement, une voix claire et professionnelle a répondu. « Service de presse. Comment puis-je vous aider ?» Geneviève a pris une profonde inspiration. « Mon nom est Geneviève Dubois », a-t-elle dit, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa main. « J'habite rue des Tilleuls et une société immobilière essaie de démolir nos maisons, d'intimider nos aînés et de détruire notre communauté. » Elle a parlé pendant 15 minutes. Chaque mot une flèche soigneusement choisie, visant le cœur de leur injustice. Elle a expliqué les tactiques de LM. Participation, le harcèlement croissant, la peur dans les yeux de ses voisins. Elle n'a pas exagéré, elle n'a pas menti. Elle a simplement mis à nu l'horrible vérité. Le lendemain matin, une fourgonnette de presse cabossée, son antenne parabolique repliée comme un oiseau endormi, s'est arrêtée devant la maison de Geneviève. Une jeune journaliste, accompagnée d'une équipe de tournage, s'est approchée de son perron. « Madame Dubois, je suis Solène Girard. Nous avons reçu votre appel. Pouvez-vous nous montrer ce qui se passe ?» Geneviève les a conduits dans la rue, montrant les traces de pneus fraîches sur les pelouses, les nouveaux panneaux « Propriété privée », « Défense d'entrée », menaçants qui étaient apparus du jour au lendemain, le changement subtil mais indéniable dans l'atmosphère du quartier. Elle leur a présenté Madame Duval, dont la voix, bien qu'encore tremblante, a trouvé une nouvelle force en racontant la visite de l'homme en costume impeccable. Monsieur Durand, avec un courage inattendu, a montré sa lettre de LM, participations à la caméra, sa main étonnamment ferme maintenant, alors qu'il parlait de son rêve de toute une vie menacée. Leila Ben Ali, habituellement réservée, a parlé avec passion du réseau de soutien très uni de la rue des Tilleuls et de la façon dont il était maintenant systématiquement démantelé. La caméra a zoomé sur le dessin d'un enfant représentant une maison avec un soleil souriant, puis a panoramiqué vers un panneau menaçant. Développement en cours, planté dans le sol à quelques mètres de là. La journaliste, Solène Girard, a marché à travers le jardin partagé. Sa voix une narration calme et empathique, soulignant le contraste entre la vie vibrante du quartier et la froide ambition corporative qui le menaçait. Geneviève les a regardés travailler. Un étrange mélange d'espoir et de vulnérabilité remuant en elle. Elle ouvrait son monde privé, les vies tranquilles de ses voisins, à l'impitoyable regard du public. Ce soir-là, le reportage a été diffusé. Geneviève était assise dans son salon, son petit écran de télévision projetant une lueur bleue sur son visage. Elle a vu sa rue, ses voisins, ses propres mots résonnant dans la pièce silencieuse. Le résumé de la journaliste à la fin était puissant. Une petite communauté luttant contre un géant. Le numéro de contact de l'EM Participation a clignoté à l'écran, accompagné d'un appel de la journaliste pour le soutien du public. Geneviève a regardé jusqu'à ce que les informations locales passent à la météo. Un profond sentiment d'épuisement, mais aussi une fierté tranquille, s'installant sur elle. Elle avait choisi de lever le voile, d'exposer la main invisible manipulant leur vie. Le combat avait dépassé leur rue, dépassé leur salon. Il était maintenant au grand jour, pour que tout le monde voie. Mais comment Laurent Mercier, le magnate invisible, réagirait-il quand le cœur paisible de la rue des Tilleuls rugirait enfin? Le lendemain du reportage, le téléphone de Geneviève a sonné sans répit. Non pas de l'EM Participation, mais de partout dans la ville. De vieilles amies qu'elle n'avait pas entendues depuis des années.
d'anciens collègues de l'hôpital, même des parents éloignés, tous appelant pour exprimer leur indignation, offrir leur soutien ou simplement dire « Nous vous avons vu, Geneviève. Vous étiez incroyable. » Le journal a publié un suivi, une photo granuleuse de Geneviève, debout sur son perron, encadrée par le visage déterminé de Madame Duval et le poing levé de Monsieur Durand. La rue des Tilleuls est devenue un symbole. Mais le géant corporatif n'a pas rugi. Il a fait quelque chose de bien plus glaçant. Il est resté silencieux. Les camions ont cessé de gronder. Les hommes en costume sombre ont disparu des coins de rue. Plus d'avis menaçants n'apparaissaient sur les clôtures. Un silence étrange et troublant s'est installé sur la rue des Tilleuls, plus lourd que n'importe quel bruit. C'était comme l'œil d'un cyclone, un calme trompeur qui a noué les nerfs de Geneviève. Lors de leur prochaine réunion à la salle des fêtes, le soulagement sur certains visages était palpable, une espérance fragile. Peut-être ont-ils reculé ? Suggéra Madame Duval, un tremblement d'espoir dans la voix. Peut-être que la mauvaise presse a suffi. Geneviève secoua lentement la tête, son regard fixé sur la scène vide. Ils ne reculent pas, Hélène. Pas des hommes comme Laurent Mercier. Ce silence, c'est une tactique. Ils veulent que nous pensions avoir gagné, que nous nous relâchions, que nous baissions notre garde. Ensuite, ils frapperont d'une direction que nous n'attendons pas. Les mots sonnaient comme une pierre froide, tombant dans un étang calme, brisant la paix fragile. Leila Ben Ali, toujours pragmatique, remonta ses lunettes sur son nez. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend le prochain coup ?»« Non, » dit Geneviève, sa voix ferme, résolue. Elle regarda les visages autour de la pièce, y voyant la peur persistante, mais aussi la résolution grandissante. « Nous trouvons leurs faiblesses. Nous les frappons là où ça fait mal. » Elle se tourna vers Leila. « Tu es douée avec les ordinateurs. Peux-tu fouiller LM Participation ? Les registres publics, les projets passés, les éventuels procès, tout. Nous devons savoir qui est vraiment Laurent Mercier, au-delà du logo d'entreprise. » Leila hocha la tête, ses doigts déjà frémissant vers son clavier. « Je peux essayer, mais les milliardaires savent bien masquer leurs traces. » Geneviève regarda Monsieur Durand, dont l'expérience en urbanisme le rendait inestimable. « Et Monsieur Durand, peut-être pourriez-vous examiner les lois de zonage obscur, les désignations historiques oubliées pour cette zone ? Tout ce qui pourrait rendre le développement de la rue des Tilleuls plus compliqué qu'il ne le pensait. » Les yeux de Monsieur Durand, autrefois ternis par la peur, brillaient maintenant d'un but. « Je connais quelques archives poussiéreuses et de vieux de la vieille qui se souviennent de chaque brique posée dans cette ville. » Les jours s'écoulaient en semaines, marqués par le bourdonnement discret de l'ordinateur portable de Geneviève le soir, le bruissement des vieux plans et les appels téléphoniques chuchotés de Monsieur Durand et Leila. Geneviève elle-même s'est plongée dans la recherche, se penchant sur de vieilles coupures de journaux et des registres publics fanéens, retraçant l'ascension de LM, Participation, d'une petite société de développement agressive à l'empire tentaculaire qu'elle était aujourd'hui. C'était un processus méticuleux et épuisant, révélant un schéma d'impitoyabilité, de communautés déplacées, de vie déracinée. Chaque succès de LM Participation était une tragédie pour quelqu'un d'autre. Puis, une nuit tardive, un petit détail a scintillé sur son écran, caché dans un vieil article sur un ancien accord foncier, litigieux d'il y a près de 40 ans. Une petite mention, presque fortuite, des origines de Laurent Mercier, d'une âpre dispute familiale qui l'avait propulsé dans l'immobilier, et un nom de ville qui a figé Geneviève. Rivière aux Érables. Le nom a résonné dans son esprit. Une ville non loin d'ici.
Un endroit auquel elle n'avait pas pensé depuis des décennies. C'était un détail si personnel, si déplacé dans les archives d'entreprises arides, qu'il lui a envoyé un frisson glacial dans le dos. Une connexion, un lien avec un passé qu'elle croyait enfoui depuis longtemps, a commencé à faire surface, tordant subtilement la bataille pour la rue des Tilleuls en quelque chose de bien plus intime et troublant. Que signifierait-il si le fantôme qu'elle combattait n'était pas seulement un magnate puissant, mais une ombre de sa propre histoire oubliée? Geneviève a fixé l'écran. Le nom « Rivière aux érables » lui renvoyant sa lueur. Non pas seulement un lieu, mais une clé ouvrant un coffre de douleur enfoui. Un frisson froid, exactement comme la recherche l'avait promis, a tracé un chemin le long de sa colonne vertébrale. Rivière aux érables, la petite ville oubliée où elle avait grandi, où il avait grandi, avant que tout ne se fracture. Laurent, non pas Laurent Mercier, le magnate sans visage, mais son Laurent, son fils, celui qui était sorti de sa vie il y a près de 30 ans, après cette dispute familiale, amère et dévastatrice. Un abîme de mots tus et de blessures impardonnées. Elle se souvenait de la dernière fois qu'elle l'avait vu. Un jeune homme têtu, la mâchoire serrée, les yeux flamboyants d'un mélange de défi et de douleur qu'elle ne pouvait pénétrer. Il avait promis de ne jamais regarder en arrière, de ne jamais oublier ce qu'elle avait fait, ou plutôt ce qu'il pensait qu'elle avait fait. Maintenant, ceci, cette force impitoyable, ce bulldozer corporatif de rêve, portait son nom. LM, participation. Laurent Mercier. Les initiales, autrefois si ordinaires, lui hurlaient maintenant de l'écran lumineux. Son fils, l'architecte de cette attaque implacable contre sa maison, contre ses voisins, contre la vie même qu'elle avait minutieusement reconstruite en son absence. Son cœur battait un rythme frénétique contre ses côtes, un tambourinage d'incrédulité et d'horreur naissante. Mais le vieil article avait aussi laissé entrevoir autre chose. Ses origines, sa dispute familiale amère et son ascension fulgurante depuis cette petite ville. Cela pouvait-il être une coïncidence? Les mains de Geneviève, tremblantes et à nouveau, ont volé sur le clavier, lançant d'autres recherches. Archives de presse, profils de réseaux sociaux, photographies floues d'anciens galas de bienfaisance. Elle a vu un homme en costume sur mesure, une mâchoire nette, des yeux qui portaient une concentration familière et intense. C'était lui, Laurent, plus âgé, plus dur, mais indéniablement son fils. Une nausée profonde l'a envahi, froide et intense. Pendant tout ce temps, elle avait combattu une entité corporative, un symbole de cupidité sans visage. Mais c'était lui, son fils, le fils qu'elle avait aimé, élevé, perdu. Le garçon qui avait jadis chassé les lucioles dans leur jardin. Maintenant un homme menaçant d'aplanir les jardins d'autrui pour le profit. Pourquoi? Le souvenir de son départ, de ses accusations colériques, a inondé son esprit. Il était parti, convaincu qu'elle l'avait trahi. Mais cela ressemblait à un acte de destruction délibérée, visant directement elle. Pourtant, une minuscule graine de doute, troublante, plantée par la mention dans l'article de sa détermination désespérée, de son besoin presque maniaque de réussir, a commencé à germer. Tout était lié à cette rupture originelle. C'était une ironie tordue, déchirante. Le magnate impitoyable, le destructeur perçu de la rue des Tilleuls, était mêlé à son propre sang, à son propre passé. L'écran de l'ordinateur s'est brouillé. Elle le combattait, lui. Chaque prospectus, chaque appel menaçant, chaque costume sombre persistant. Tout venait de Laurent. L'homme même à qui elle avait jadis consacré sa vie, puis dont elle avait pleuré la perte, était maintenant son plus grand adversaire. Le monde a basculé sur son axe.
Son esprit s'emballait, tentant de concilier le garçon dont elle se souvenait avec l'homme à l'écran. L'homme qui menaçait sa maison. Était-ce sa revanche finale et cruelle? Ou quelque chose de bien plus compliqué? Quelque chose né d'une douleur aussi profonde et ancienne que la sienne? La terreur froide du premier prospectus est revenue. Mais cette fois, elle était teintée d'une compréhension dévastatrice et personnelle. Son combat discret pour son quartier venait de devenir une bataille pour une vie entière, de vérité tue, et pour l'âme d'un fils qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. Comment affronter un enfant devenu à la fois votre ennemi et votre blessure la plus profonde, sachant que la vérité pourrait tout briser? Ou enfin, miraculeusement, commencer à le guérir? Le nom, Laurent Mercier, brûlait sur l'écran de Geneviève. Son visage, plus âgé, plus acéré, mais indéniablement son fils. La révélation fut un coup physique, un bouleversement sismique qui a fissuré des décennies de paix soigneusement construites. Elle a senti le sol sous ses pieds céder, la solide fondation de sa résistance à elle-même. Participation se tordant soudain en quelque chose de personnel, d'agonisant. Son fils, le garçon qu'elle avait mis au monde, nourri, perdu. C'était le bulldozer, c'était l'ombre. Elle a passé la journée suivante dans un état second. Le monde derrière sa fenêtre tamisé, distant. Les appels téléphoniques, les réunions de quartier, les gestes de défi de ses voisins. Tout semblait être une pièce de théâtre qui se déroulait alors que sa propre réalité venait de s'effondrer. Son esprit tournait, essayant de reconstituer les fragments du passé avec ce présent horrible. L'âpre dispute familiale, les accusations qu'il avait jetées, la porte claquant sur une relation dont elle pensait ne jamais se remettre. Était-ce son acte de vengeance finale, ultime? Détruire l'endroit même où elle avait trouvé du réconfort après son départ? Ou y avait-il autre chose? Une blessure plus profonde et plus compliquée le poussant? Geneviève savait qu'elle ne pouvait pas combattre un fantôme, mais elle ne pouvait pas non plus combattre son fils, comme un adversaire inconnu. Il ne s'agissait plus seulement de la rue des Tilleuls. Il s'agissait de l'écho d'une vie, d'un lien brisé, qui réclamait soudain une résolution. Elle a contacté Leila Benali, sa voix coupante, urgente. « Leila, j'ai besoin d'une ligne directe avec Laurent Mercier. Pas de bureau d'entreprise, pas d'assistant. Juste lui. Et il faut que ce soit discret. » Leila, percevant le tranchant brut et inconnu dans le ton de Geneviève, n'a pas posé de questions. Ses doigts ont volé sur le clavier, naviguant dans les eaux troubles des contacts en ligne, des numéros privés et des agendas de dirigeants. 2 jours plus tard, le téléphone a sonné dans la cuisine tranquille de Geneviève. L'identification de l'appelant était bloquée. Elle a décroché, la main ferme. « Allô ?» Une voix, plus profonde qu'elle ne s'en souvenait, mais instantanément reconnaissable, a parlé. « Geneviève, c'est Laurent Mercier. » Son ton était formel, réservé, une voix d'étranger. Une vague d'émotions vive et accablante a frappé Geneviève. « Laurent », a-t-elle murmuré, le nom se nouant dans sa gorge, lourd de toutes ces années passées sous silence. « Ça fait longtemps. » Une pause, lourde d'histoires tues. « En effet, je crois comprendre que vous avez fait du bruit. » Ces mots étaient froids, une menace subtile. « Du bruit ?» La voix de Geneviève s'est durcie. « Vous essayez de détruire ma maison, Laurent. Notre quartier. L'endroit où vous avez grandi. » Un autre silence, plus long cette fois. Puis un soupir, profond et là. « Je pense que nous devons parler, Geneviève. En personne. Un lieu neutre. » Il a nommé un café haut de gamme en centre-ville, à des kilomètres de la rue des Tilleuls, à des kilomètres de rivière aux érables. Un endroit qui parlait de son nouveau monde, pas du sien. La rencontre ressemblait à une scène de rêve.
Geneviève était assise en face d'une table en acajou poli, face à un homme qui était à la fois un étranger et la partie la plus profonde de son passé. Laurent, dans un costume élégant mais sombre, semblait parfaitement serein. Mais ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, laissaient transparaître un scintillement qu'elle ne pouvait tout à fait déchiffrer. Peur? Regret? Un espoir désespéré? Alors, commença Laurent, sa voix basse. Vous savez, Geneviève a hoché la tête, son regard inébranlable. Oui, vous êtes Laurent Mercier, et vous voulez raser la rue des Tilleuls. Il s'est adossé, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Ce n'est pas si simple, Geneviève. Ça ne l'a jamais été entre nous, n'est-ce pas? Il a pris une profonde inspiration. La vérité, c'est que j'ai racheté les terrains environnants il y a des années, pièce par pièce. Mon plan était d'acquérir tout le quartier, chaque maison de la rue des Tilleuls. Geneviève a ressenti une nouvelle vague d'indignation. Pour le raser? Pour construire vos tours de verre? Comment avez-vous pu, Laurent? Après tout ce que cet endroit signifiait pour nous. Il a détourné le regard. Son regard fixé sur la rue animée à l'extérieur. Je sais ce que ça a l'air, impitoyable, froid. Mais vous ne comprenez pas. J'ai entendu il y a des années parler des difficultés économiques ici, de la façon dont le quartier déclinait. Les vieilles maisons, elles tombent en ruine. Certaines d'entre elles avaient besoin de plus de réparation que n'importe qui ne pouvait se permettre. J'ai vu cela comme un grand geste, Geneviève, une façon de réparer tout. Pour ce jour-là, pour tout ce que je suis devenue à cause de cela, le cœur de Geneviève battait la chamade. Réparer en le détruisant? Non. La voix de Laurent était soudainement rauque, déchirant le calme policé. Pour le reconstruire, pour créer un complexe moderne et accessible, avec des espaces verts, des centres communautaires, des installations adéquates pour les personnes âgées. J'allais nommer le parc central en votre honneur. Après maman. Ce devait être un héritage, une surprise. Pour vous, pour Madame Duval, pour Monsieur Durand. Pour eux tous, je voulais vous donner la stabilité que je pensais que vous méritiez. Le genre que je n'ai jamais vu en grandissant. Je voulais revenir. Un succès et vous présenter tout cela. Un triomphe. Ma rédemption. Geneviève sentit l'air quitter ses poumons. L'ampleur pure, dévastatrice, mal avisée de tout cela. Ces dactiques commerciales brutales, l'intimidation, la pression incessante. Tout cela était motivé par un besoin désespéré de réussir, de la surprendre, de racheter un passé qu'il croyait qu'elle lui reprochait. Il n'avait pas su qu'elle menait la résistance. Il n'avait pas su que c'était elle qui le combattait. Ses yeux, quand ils rencontrèrent enfin les siens, étaient emplis d'un regret profond, déchirant. « Tu allais me surprendre ?» murmura Geneviève, les mots ayant un goût de cendre. « En détruisant ma maison? En terrorisant mes amis? Je croyais que vous seriez parti, déménager quelque part de plus tranquille. Je pensais que les gens accueilleraient l'opportunité d'avoir de nouveaux logements modernes, d'un nouveau départ. Je n'aurais jamais imaginé que vous mèneriez l'opposition. Je ne voyais que les propriétés, l'infrastructure vieillissante. Je voyais une chance de faire quelque chose de grand, d'indéniable, de prouver que je n'étais pas le garçon parti. L'échec. J'ai engagé les meilleurs, les plus agressifs. Je leur ai dit de faire le travail coûte que coûte. Je ne me suis pas impliquée au quotidien. Je n'ai jamais une seule fois pensé que vous seriez celle de l'autre côté. Il semblait complètement brisé. Le magat impitoyable se dissolvant en l'enfant perdu qu'elle avait pleuré si longtemps. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Les larmes montèrent aux yeux de Geneviève. Non pas de tristesse, mais d'une compréhension bouleversante et complexe. Ce n'était pas le mal pur. C'était un fils,
tordu par une vieille douleur et un besoin désespéré de validation, tentant de réparer une fissure avec une boule de démolition. « Laurent, dit-elle, la voix tremblante, tu te souviens quand tu étais petit et que tu voulais construire cette cabane dans l'arbre dans le jardin ?» Il tressaillit, le souvenir brusque perçant son armure d'homme d'affaires. « Oui, mais quel rapport ? Tu voulais tellement la construire ?» continua Geneviève, ignorant sa question. « Tu as travaillé toute la journée, tu t'es cogné tes petits doigts, tu as peint chaque planche toi-même. Mais tu as oublié le grand érable, celui dont les racines s'étendaient si loin. Tu voulais juste construire. Tu ne voyais pas la vie déjà présente, qui poussait. Tu as essayé de construire ta cabane autour, mais les racines étaient trop fortes. Et ça a fini par fissurer les fondations de la maison, tu te souviens ? Nous avons dû la démonter. » Ses yeux le suppliaient, une vie de leçons muette dans son regard. Une lente et douloureuse compréhension se fit jour sur le visage de Laurent. Il se souvenait. La honte, la colère, le sentiment d'échec. Il avait été si obnubilé par sa vision, par le désir de laisser sa marque, qu'il avait ignoré la réalité vivante, palpitante de leur passé, de sa vie, de l'âme du quartier. « Il ne s'agit pas de propriété, oh Laurent, » dit Geneviève, sa voix douce mais ferme. « Il s'agit de racines. Et les racines de la rue des Tilleuls sont plus profondes que n'importe quel béton que vous pouvez couler. Vous vouliez nous apporter la stabilité, vous l'arrachiez. Vous vouliez vous racheter, vous causiez plus de douleur. Vous vouliez me surprendre, vous m'avez presque brisé. » Laurent resta dans un silence stupéfait, le poids de son ambition mal avisée s'effondrant sur lui. Les années de tactiques commerciales impitoyables, les froides stratégies d'acquisition, l'attitude dédaigneuse envers les petites gens, tout cela devint une parodie grotesque de son désir secret et désespéré de faire le bien. Son empire, bâti sur la déconnexion, venait maintenant de percuter de plein fouet la personne même qu'il cherchait à impressionner. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmura enfin Laurent, toute trace de dureté ayant complètement disparu de sa voix. La question resta suspendue dans l'air, fragile mais honnête, le premier signe d'une fissure dans le mur entre eux. Geneviève le regarda. Elle regarda vraiment son fils. Le garçon qu'elle connaissait était toujours là, enfoui sous des couches d'ambition et de douleur. « Nous commençons par écouter, » dit-elle, sa voix emplie d'une force tranquille qui transcendait la colère. « Vous écoutez les gens dont vous avez menacé les vies. Et ensuite, nous réparons cela, ensemble. » La confrontation dans le café fut le début d'un voyage agonisant, laborieux. Laurent, dépouillé de son masque d'homme d'affaires, fit face à l'indignation des habitants de la rue des Tilleuls qui l'avaient terrorisé. Il y eut des larmes, des cris, des accusations amères. Mais Geneviève se tint à ses côtés, ne défendant pas ses actions, mais expliquant les intentions tordues et mal avisées qui les sous-tendaient. Ce fut une honnêteté brutale, un déballage public d'un drame familial privé. Lentement, douloureusement, un nouveau chemin émergea. Laurent détourna les fonds immenses destinés à la démolition et au développement de luxe vers une véritable revitalisation communautaire. Il s'associa à Geneviève, Madame Duval, Monsieur Durand et Leila Ben Ali. Au lieu de raser au bulldozer, il finança des réparations, établit un fonds communautaire pour permettre aux seniors à faible revenu de rester chez eux et commença même à racheter des propriétés délabrées à proximité pour créer de véritables logements abordables, préservant le caractère du quartier existant tout en adoptant une croissance réfléchie et éthique. Le panneau LM Participation, autrefois symbole d'effroi, fut remplacé par
Confiance communautaire des Tilleuls. Son logo étant désormais un jeune arbre doux prenant racine. Geneviève en resta le cœur paisible, mais plus silencieuse. Elle fut une leader, une négociatrice, une bâtisseuse de ponts. Sa sagesse, autrefois insoupçonnée, était désormais respectée, recherchée. Laurent, humilié et transformé, trouva un nouveau but à son empire, utilisant ses immenses ressources pour élever les communautés, et non les raser. Leur relation, autrefois brisée, commença à se réparer, fil par fil, douloureusement. Il n'y eut pas de grandes déclarations de pardon, juste de calmes dîners du dimanche chez Geneviève, où Laurent croisait parfois son regard, une compréhension partagée passant entre eux, une reconnaissance silencieuse du long chemin parcouru. Il n'était plus le fils ingrat, ni le magnate impitoyable. Il était simplement Laurent, et elle était simplement maman, tous deux se voyant enfin pour qui ils étaient vraiment. Et la rue des Tilleuls, autrefois sous l'ombre d'une lame de bulldozer, fleurissait maintenant d'une nouvelle vitalité. Un témoignage du pouvoir d'une femme qui choisit de se battre pour sa maison, et ce faisant, retrouva le chemin de sa famille. Si vous avez déjà eu l'impression que votre force tranquille passait inaperçue ou fait face à un défi qui semblait impossible à surmonter, qu'est-ce qui vous a donné le courage de tenir bon? Votre voix compte, et nous voulons entendre votre histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté grandissante d'expériences.